Et rebonjour à tous, et c'est reparti pour, j'allais dire, la seconde partie d'AspSMR, le débrief, puisqu'on a décidé de couper, on se disait que ça allait faire un peu trop long, et puis comme vous n'êtes ni dans On achève bien les endives, et encore moins dans les abyssales, et pas plus dans les sondiers, et pas non plus dans le SAV de la F1, c'est pas 3 heures de podcast sans continu, parce que là j'ai cité a priori l'essentiel des podcasts qui durent le plus longtemps, en tout cas que moi je connais, parce que je sais qu'il y en a d'autres. L'acte 1 il dure 3 heures. Ouais, c'est vrai. Et le P2P aussi est pas mal aussi dans son genre. Aussi. Ouais, voilà. Donc pour le coup, on a décidé de couper en deux l'épisode pour vous permettre en fait de respirer et puis pourquoi pas d'apprécier un peu plus longuement cette découverte d'AspSMR, toujours en compagnie de Phil, qui est à côté de moi virtuellement. Bonjour, bonsoir, bonne matinée selon à quelle heure vous écoutez. Tout à fait. Alors, selon différents critères, parce que on peut dire qu'il y a la distanciation sociale nécessaire en ce moment pour cause de Covid-19, ça c'est évident. Nous, au niveau distanciation sociale, c'est compliqué à dire. Entre Toulouse et Rennes, c'est bon, on est tranquille. Voilà, c'est surtout parce qu'on est à des villes qui sont complètement différentes et surtout presque peut-être pas forcément à l'opposé parce qu'on n'est pas à Lille et t'es pas à Perpignan, mais en tout cas à des distances assez respectables pour pouvoir se parler de manière tout à fait saine. Voilà. Alors l'idée du coup de cet épisode-là, de cette deuxième partie, ça va être de vous présenter AspSMR, de comment tout ça se fait, comment tout ça se trame, quel est notre processus. Le workflow, le fameux workflow, un mot malheureusement un peu trop à la mode pour tout un tas de choses. Et le workflow, j'ai envie de dire, on va dire 60% du temps total alloué à un épisode, ça va être entre guillemets l'écriture et l'enregistrement de Phil. Moi je vais prendre les 40% restants, mais c'est vraiment Phil pour le coup qui va du coup parler, nous présenter ça. Effectivement, étant donné que je suis au début de ce processus de travail, oui, c'est très important. Effectivement, c'est moi qui vais démarrer. Alors de là à dire que c'est le plus important, je sais pas. En termes de temps, je suis pas sûr que ce soit le plus important, parce que moi en général c'est concentré au début. Et ensuite, après, toi, c'est au fur et à mesure de la diffusion. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'on passe à peu près autant de temps. Bon, 50-50 alors. Pardon. Ouais, probablement. Je pense qu'on est probablement très proche des 50-50. Ou de l'avis du public, au choix. T'as oublié l'appel à un ami. Je la démarre bien, cette seconde partie. Donc, comment ça marche un épisode d'AspSMR ? Alors déjà, il faut savoir comment ça marche un acte d'AspSMR. Parce que moi, pour l'écriture, contrairement à Redscape, il est nécessaire, voire même essentiel, que l'ensemble soit écrit avant que je démarre. Et je dis pas que pour le premier acte, ça a été le cas. Pour le premier acte, le premier épisode et une partie du second étaient écrits. Et on a démarré avec le premier épisode. Mais une fois que le premier épisode a été en route, entre guillemets, il n'était pas encore diffusé en version finale telle que vous la connaissez, à ce moment-là, donc, il y a eu toute l'écriture du premier acte. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ça répond à une des questions de Fanny, donc du coup, de comment, en fait, on a cette progression à travers les épisodes. C'est tout simplement que j'ai un sacré paquet d'idées ou de sujets que je veux aborder. On va prendre l'exemple de l'acte 1 et ensuite je parlerai de l'acte 2 parce que c'est deux processus qui ont été assez différents. L'acte 1, c'était vraiment, je voulais montrer la poésie de l'espace.
Voilà. C'était vraiment mon but. On était toujours sur le côté, pour ceux qui ont écouté attentivement et qui ne sont pas endormis pendant le premier épisode du débrief, on est vraiment sur la cassette de Michel Boujna, sauf que contrairement à Michel Boujna, on n'est pas en train d'observer le ciel en regardant des constellations et en faisant relier les points et en voyant des formes qu'il y a objectivement personne qui voit. Le but c'était vraiment de parler de légendes, de parler de... le but c'était vraiment la poésie. Voilà. C'était faire rêver, donner envie aux gens de s'intéresser au ciel. Ça aurait été très malin, effectivement, si ça avait été vraiment réfléchi, de se dire que c'est la meilleure des façons de démarrer une émission sur l'espace que de donner aux gens envie de s'intéresser à l'espace. C'était pas autant réfléchi que ça, mais en y réfléchissant, c'est pas con. La deuxième partie, une fois que les gens sont intéressés à l'espace, le but, c'est de leur parler un peu plus de science derrière tout ça, et comment mieux parler de science derrière les phénomènes physiques qu'on a juste abordés dans l'acte 1 que en fait de faire l'histoire de la science et de l'astronomie au travers des âges, et ça c'est le but de l'acte 2. Et donc comment ça s'écrit un acte ? Ça s'écrit tout d'abord, en tout cas moi c'est ma façon de fonctionner, avec une liste à points. Tout simplement, c'est-à-dire qu'en fait je mets l'ensemble des sujets dont je veux parler, les uns à la suite des autres, sous la forme de mots-clés tout simplement, et ensuite, dès que j'en rajoute un, j'essaie quand même de le mettre à un moment où c'est logique par rapport au précédent. C'est-à-dire que, par exemple, je vais pas parler de... là, ça va être plus simple de le visualiser pour l'acte 2. Je vais pas commencer à parler de théorie de la relativité si avant, j'ai pas parlé de Newton, par exemple. Parce que c'est pas la bonne progression. Ça paraît logique. Je vais pas parler d'héliocentrisme c'est-à-dire avec le soleil au centre du système solaire, sans avoir parlé de tout ce qui est Copernic. Par exemple, je vais pas commencer à pouvoir utiliser en fait des éléments de langage ou des éléments de science sans les avoir expliqués et abordés avant. Et en fait, le gros avantage, c'est que la science fonctionnant comme ça, c'est-à-dire qu'on se base sur des choses qui ont été existantes, enfin qui sont existantes et qui sont définies en amont pour pouvoir aller plus loin dans la science, et bien que ça soit l'acte 1 ou l'acte 2, et bien on se retrouve à avoir cette progression assez naturelle. Au final. On retrouve d'ailleurs pour l'acte 1 une progression qui est assez logique. On commence par regarder le ciel. Qu'est-ce que c'est les trucs qui brillent ? Ensuite, il y a un truc qui brille qui est un peu différent des autres, c'est la Lune, épisode 2. Et ensuite, au fur et à mesure, on va jusqu'à expliquer les galaxies, expliquer les trous noirs, et on finit par qu'est-ce qui se passe à la fin. Voilà, ça, vers où on va en fait, comment va se terminer l'univers. On élargit l'horizon au fur et à mesure de l'acte. C'est ça. C'est ça, on élargit au fur et à mesure. On va de plus en plus loin au fur et à mesure. Et donc, une fois qu'il y a déjà cette liste où il y a déjà un certain ordonnancement qui est fait, quand je commence à écrire les épisodes en texte complet, cette fois-ci, avec des vraies phrases complètes, avec sujet, verbe, complément, etc., là, à ce moment-là, je m'aperçois qu'il y a des fois des inversions qui sont encore nécessaires, ou des choses que j'ai oubliées dans mes bullet points, dans mes listes à points. Et là donc il y a encore de la refonte qui se fait, voire même il y a des décalages qui se font parce que je m'aperçois que le texte est beaucoup trop long, que ce qui tenait en 2 points d'une liste à points fait en réalité 32 pages, et que à un moment il va falloir qu'on découpe ça parce que un épisode qui fait 52 minutes c'est juste pas possible. Et pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent très bien que je ne suis pas capable de tenir un délai court. D'ailleurs, c'est pour ça que cette émission est en 2 parties. Mais pas que. C'est terrible. Le principe, justement, c'est que derrière, il arrive qu'un épisode se rajoute. Il n'était pas prévu dans l'acte 2 qu'il y ait 6 épisodes, mais 5. Il n'était pas prévu dans l'acte 1 qu'il y ait autant d'épisodes. À la base, je crois que je voulais en faire 4.
Ah ouais. Et je crois qu'il y en a 7. Il y en a 7. C'est terrible. Ah, Donc, cet aspect de la concision, quand même, ouais. Voilà. Donc ça c'est vraiment le processus d'écriture. Mais je vais vous casser un mythe, et je suis désolé de vous le casser, mais je suis obligé d'un point de vue purement moral. Je ne suis pas l'homme que vous pensez que je suis. Je n'ai pas la science infuse. Il y a un certain nombre de concepts, de connaissances, etc. que j'ai, grâce à Michel Bougelin en partie, mais pas que. Parce que ça m'intéresse tout simplement, mais il y a une différence fondamentale entre connaître quelque chose et expliquer quelque chose à quelqu'un de manière construite et de manière articulée et de manière logique. Oh oui, c'est très compliqué. Il y a une expression qui dit que enseigner c'est apprendre 2 fois, et ben je le confirme dans le cas de l'écriture d'ASPSMR, parce que à chaque fois que j'écris une phrase, il y a 2 questions qui me viennent, c'est 1, est-ce que j'ai raison de penser ça ? Parce qu'il y a des fois où je peux me tromper, je veux dire, il y a des fois où je suis persuadé d'un truc et c'est pas le cas. Notamment au niveau des couleurs, mais ça c'est parce que je suis daltonien. On a évité de peu une erreur au niveau de Vénus et de la couleur de Vénus dans l'épisode 1 de l'acte 1 par exemple, où Redscape m'a dit mais c'est pas du tout la bonne couleur. Oui, exact. Alors que j'étais persuadé que Vénus était verte. Alors que... Ah oui, c'est vrai, putain, je me souviens de celui-là. Oh oui. Et puis, enfin, comme sur quoi, le coup... même parce que là, c'était tellement évident pour moi que je suis même pas allé me renseigner. Et bon, Mars, c'est rouge, je sais. Bon, en même temps, c'est le sang, c'est le dieu de la guerre, tu vois, c'est facile. Mais Vénus, j'étais persuadé que c'était vert, quoi. Vénus vert, mais peut-être parce que ça... Peut-être parce que ça commence par V, je sais pas. Peut-être parce que on pensait que c'était rempli de forêts pendant très longtemps, que ils imaginaient un monde assez tropical. À la surface de Vénus, spoiler, c'est pas le cas. Non. C'est chaud, ça y a pas de souci, mais c'est trop chaud, c'est beaucoup trop chaud. C'est over. Donc voilà, donc il y a plein de trucs où justement, je sais, mais je suis pas sûr de moi. Et il y a aussi une deuxième partie de truc, c'est je sais, mais alors je suis infoutu de l'expliquer. C'est-à-dire que par exemple, moi, et surtout je suis infoutu de l'expliquer à l'audio. Parce que ça, on en parlera aussi à un moment, c'est qu'expliquer des fois des trucs un peu visuels à l'audio, c'est chaud. Prenons par exemple la relativité. La relativité avec l'ascenseur qui accélère à 10 mégaoctets. Putain, on sent que je suis claqué. 10 mètres par seconde. Et avec une lumière qui traverse, etc. Il faut que je garde des images qui sont simples parce que vous n'avez pas une RAM de 20 Go, donc du coup si je commence à vous rajouter 45 éléments qui doivent interagir entre eux, vous allez un peu avoir du mal à le visualiser. Donc comme l'adage dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, il faut à la base que je le conçoive bien. Donc du coup que le sujet je le maîtrise sur le bout des doigts. Et comment je fais pour maîtriser un sujet sur le bout des doigts, vous allez me dire, il y a 2 solutions. Solution 1, je le maîtrise de base, ça arrive très rarement, sauf pour la couleur de Vénus. Solution 2, je me mate un sacré paquet de documentaires pour regarder comment les gens ont expliqué ça. Parce qu'en fait, c'est pas je regarde les documentaires pour apprendre des choses, pour le coup, je regarde des documentaires pour regarder comment les gens, ils ont expliqué ça. Comment les gens, par exemple, ils ont raconté la vie de Kepler. J'ai regardé pas mal de reportages là-dessus pour avoir différentes façons d'expliquer la vie de ce personnage qui est si particulier dans l'histoire de l'astronomie. Alors évidemment, j'aurais pu faire Galilée, j'aurais pu faire Copernic, mais j'avais pas envie de faire, pour le coup, là je fais une digression, je précise, j'avais pas envie de faire quelqu'un de super connu où c'était facile de trouver du contenu sur cette personne-là, ou que vous avez déjà une idée préconçue et qui est en grande partie juste, probablement, et où j'aurais pas eu grand-chose à vous apporter. Là, Kepler, c'est pas quelqu'un qu'on connaît bien, donc c'est l'occasion de vous ouvrir un peu l'esprit sur, vous voyez, il n'y a pas que Galilée, Copernic. Et surtout pour en revenir sur Kepler, oui. Il était intéressant à plus d'un titre parce que lui, outre le fait qu'il a eu les religieux, enfin il s'est tapé les religieux finalement comme on va dire tous les autres.
Lui, c'est en plus manger les guerres de religion en pleine figure et en pleine tronche. Et C'est ça. Ça l'a pas épargné une seule fois dans sa vie, quoi. Et Oui, mais ça lui a permis. Alors, on sait pas si ça l'a pas épargné. Alors, ça l'a pas épargné dans sa vie, c'est sûr. Mais est-ce que ça l'a empêché de faire plus de découvertes, ou est-ce que c'est ce qui lui a permis de faire toutes les découvertes qu'il a faites? Je pense que ça lui a permis. C'est un sujet de débat. Tu vois. Oui, c'est vrai. Parce que sans avoir bougé dans tous les sens, sans avoir tous les 4 ans changé de vie, peut-être qu'il aurait pas fait autant de découvertes, il serait peut-être pas allé, il aurait peut-être pas eu à sa disposition autant de trucs. Tout à fait. Donc genre la mort de Brahe, dont il était l'assistant, mais qu'il a rejoint parce que justement il y avait guerre de religion dans sa ville, tu vois, enfin tout ça, ça a permis ça a fait en sorte que d'une façon ou d'une autre, ça lui a apporté aussi des outils. Donc, mais voilà, mais c'était intéressant aussi d'avoir un petit peu une tranche d'histoire, parce que là, par exemple, je m'apercevais pendant l'écriture, en fait, parce que là, cet épisode, par exemple, il n'était pas prévu. C'est pour ça qu'il y en avait que 5. L'épisode de Kepler n'était absolument pas prévu. L'idée derrière, c'était que à un moment, je me disais, il y a une progression. Ok, bon déjà c'est que des hommes, ça c'est un problème dont d'ailleurs je soulève l'existence en ouverture de fin d'épisode, en disant alors attention, on parle beaucoup d'hommes, mais sachez que bon, les femmes dans l'astronomie, il y en a quand même pas mal, surtout récemment, et mais pas que, surtout. Et d'ailleurs, est-ce que ça n'aurait pas, je te coupe, mais est-ce que ça n'aurait pas valu un épisode en particulier? Alors, oui et non. Oui, ça aurait pu valoir un épisode en particulier. Non, parce que laquelle? Voilà, c'est aussi simple que ça. J'aurais pu le faire avec plein, mais de la même manière que j'aurais pu le faire avec plein d'astronomes masculins. Voilà, c'était vraiment en mode déjà à la base, j'avais pas prévu cet épisode sur Kepler. En l'écrivant, je me suis dit c'est le moment en outro de parler enfin pas en outro, mais en fait c'est carrément une partie en plus qui est pas d'habitude dans l'articulation d'un épisode, où j'en profite pour citer des femmes où justement mon but c'est de donner envie aux gens d'aller chercher un peu sur ce sujet-là. D'avoir quelques noms, notamment, alors je ne sais plus, son nom m'échappe, mais heureusement, c'est dans les notes d'émission. Il y a cette Française qui était bilingue et qui avait traduit toute l'œuvre de Newton. À l'époque de Newton, ce qui était quand même... C'est badass. Pas mal chiadé à l'époque, hein. C'est badass de connaître plusieurs langues. Émilie du Châtelet. Oui, voilà, c'est ça. Caroline Herschel, il y a dans les toutes dernières. Pardon, que tu cites Caroline Herschel, que tu cites en tout dernier. D'ailleurs, je précise, la musique que vous entendez derrière, c'est cette musique justement parce que là, tiens, je me permets de faire une digression, Phil. Ça a été ma plus grossière erreur dans SPCMR. C'est que quand je reçois la piste, je monte, je monte. Je mets les musiques, je regarde ce qui peut s'accorder. Et comme un con, je mets le générique tranquillou gilou sur la partie de la femme, voilà. Je mets même une tartine de générique puisque du coup la piste est donc coupée, parce que ça fait une page complète, toute la partie sur les femmes, tout à fait. sur un épisode qui fait une dizaine de pages, je crois, un peu moins, 7 pages. Je sais pas. Donc c'est pas rien quand même. C'est pas rien, donc voilà. Donc moi je mets sans vraiment m'en apercevoir, en me disant c'est l'ouverture, voilà. Ce qui parfois m'arrive, il peut m'arriver, on en reparlera après, mais il peut m'arriver effectivement de faire quelques erreurs sur le calage, ou de me dire tiens, c'est bizarre, moi j'aurais vu une... Bon bref, pourquoi pas. Ouais, c'est là où moi je crois que j'ai tiré la sonnette d'alarme en disant Michel Redscape, c'est pas le... Non, mais là c'est pas la conclusion, l'ouverture, ça c'est une partie qu'on n'a pas d'habitude. C'est ça. Est-ce que tu peux me mettre une musique spécialement pour les femmes, et une classe tant qu'à faire? Ouais, et puis c'est là. Et d'ailleurs elle est très classe. C'est vrai qu'elle est très classe. On se l'écoutera à la fin de ton process d'écriture avant qu'on aborde la musique, parce que je trouve qu'elle est vraiment hyper classe. Et donc pour juste terminer sur l'anecdote, je mets le bloc générique
qui est composé, alors le fameux gros générique que vous entendez et que vous avez tous en tête. Et donc juste avant la musique, donc le titre quasiment en entier. Je plaque ça machin. Et effectivement, je poste ça. Tiens, là la V1, je crois que c'était la V1 de mémoire. Voilà la V1 de l'épisode 5, hein. 5, 4 ou 5 c'est l'épisode 4. Invisible Corridor. Voilà, c'est la fameuse V1 de l'épisode 4. Et puis voilà, et puis au moment où je la réécoute dans la voiture le lendemain, je me dis putain merde, c'est quand même dégueulasse d'avoir foutu le générique sans avoir fait de distinguo entre donc cette partie sur les femmes et puis cette partie de la fameuse ouverture. Et en plus, je remarque que pendant l'écoute, je remarque cette coupure entre donc cette partie sur les femmes et cette partie sur l'ouverture. Ah bah j'ai dit, mais alors ça c'est clair et net, ça ne va pas passer, ça n'a pas loupé. Dis donc Michel Redscape, t'es gentil, mais on a un petit problème là. Tu me corriges ça tout de suite parce que ça me plaît pas. Et il avait totalement raison, puisque effectivement, enfin même moi à l'écoute le lendemain matin, je me dis mais quel con, mais c'est pas possible d'être aussi con que ça. C'est limite marqué devant qu'il y avait une partie. Donc voilà, j'ai corrigé ça, j'ai longtemps cherché quand même le morceau. J'ai mis une bonne demi-heure avant de trouver un morceau adéquat sur cette partie-là. Mais une fois que c'était lancé, une fois que c'était mis quoi. Mais ça fait partie de l'une de mes plus grosses bourdes avec la première le 5e épisode de l'acte 1 où je m'étais totalement foiré sur les choix des musiques, ce qui peut arriver malheureusement, mais ça c'est une autre partie. Donc voilà, je te laisse dérouler Phil. Mais voilà, donc en gros on pourrait imaginer que oui, je déroule un peu une pelote de laine en fait, où effectivement il y a des fois où je me fais entraîner dans une direction où c'était pas prévu. C'est-à-dire qu'à force de m'être renseigné sur l'ensemble de l'histoire de l'astronomie pour l'acte 2, il y a un moment, ce Kepler qui revenait régulièrement, à un moment je me suis regardé un documentaire, parce que je me suis dit, bon, on va quand même pas l'ignorer ce gars-là. Puis j'en ai regardé 2-3, et puis j'ai fait, non mais là on va faire un épisode sur lui, passer un moment, parce que bon, il répond à la question de il est pas très connu, donc j'ai des choses à apprendre aux gens dessus. Son histoire, putain, on pourrait en faire un roman, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu plus d'adaptation en film de l'histoire de Kepler, quoi. Ouais. Donc du coup c'est l'occasion, et puis bon, on rentre vraiment dans l'histoire avec un grand H, avec vraiment des événements historiques importants. J'ai fait Allez go, on fait un épisode là-dessus. Et du coup, effectivement, en faisant un épisode sur Kepler, à un moment, je me dis, putain, bon, j'ai fait épisode sur un homme, est-ce que je ferais pas épisode sur une femme ? Et donc après, je me suis commencé effectivement à me renseigner sur le sujet. Et là, j'ai fait non, ça va être chaud. Ça va être chaud. Je suis pas chaud pour faire 2 biopics d'affilée. Mais par contre, putain, il y a plus de noms que ce que je pensais. Et puis, comment ça, Madame Herschel, là, elle a découvert tant de comètes. Putain, je savais pas. Et je me suis dit, il y a 2 solutions. Soit je fais sur une femme et j'en oublie plein, où il y avait plein d'anecdotes que je savais pas et que j'avais envie de transmettre. Soit je fais une putain de partie à la fin de l'épisode sur Kepler et je parle de plusieurs femmes avec effectivement toutes ces anecdotes que j'ai glanées. J'ai choisi cette deuxième solution, mais effectivement, c'est pas impossible qu'un jour, et on en parlera quand on dira ce qu'on a l'intention de faire après à Space MR, que effectivement, ça puisse être corrigé dans l'avenir, justement. Mais disons que oui, une fois que j'ai organisé mes idées, que je me suis regardé plein de documentaires sur des points que je suis pas sûr de savoir bien expliquer ou d'avoir cherché quelque part sur internet, donc sur des sources un minimum fiables quand même, hein, faut pas déconner, hein, je vais pas genre sur Futura Science avec les superlunes. Ça une fois que je me suis renseigné un peu sur le sujet, ouais ça balance. Je me dis bon, à ce moment-là, c'est bon, donc c'est validé, ça je peux l'écrire. Donc ça met à peu près. Alors, ça dépend de combien j'ai à me renseigner en documentaire avant, donc on va pas compter cette partie-là, mais en écriture pure, c'est à peu près une journée et demie, alors pas à faire que ça, hein, parce que bon, il y a des fois, il faut que je vide le lave-vaisselle, tout ça, mais pour faire un épisode. Voilà. C'est-à-dire, non mais je me lève le matin, je tape du texte et je corrige du texte et je retape du texte et je recorrige du texte et après je vais me coucher, hein. C'est vraiment le temps que ça prend en réel dans une vie de j'ai pris des congés pour écrire les épisodes, quoi.
Mais donc du coup, ouais, il doit bien y avoir un gros 8 heures de travail par épisode en écriture. Oui, quand tu parles d'une journée, notamment, toi, tu parles d'une journée de travail, quoi, quelque part, pas une journée. Oui, donc c'est une grosse journée de travail ou un jour et demi de vacances. Voilà. Aussi. En faisant pas que ça. On vit dans le et donc ça, c'est la partie écriture. Après, il y a une dernière partie qui consiste à faire une écriture mieux. Je m'explique. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment l'écriture de j'écris un texte pseudo-scientifique. Pseudo-scientifique parce qu'il y a quand même déjà ce côté un petit peu pédagogique, etc., hein, qui est déjà dedans. Mais c'est pas pour ça que les phrases, elles sont jolies à dire. Parce que moi, quand j'écris la phrase et que je la lis dans ma tête, j'ai pas besoin de respirer, par exemple. C'est pas un problème. Alors que, à l'enregistrement, c'est là qu'il y a en général une grosse partie de réécriture. Il y a le moment où je fais cette phrase est beaucoup trop longue. Ok, il y a des virgules, mais à l'audio ça passe pas. Parce que tu peux faire des parenthèses à l'écrit, tu peux faire des phrases à l'écrit avec des parenthèses, des virgules, avoir une certaine structure, que ça soit lisible. À l'audio, si la phrase est longue, tu peux perdre le sujet du début de ta phrase. C'est assez rapidement. Et j'ai tendance, quand j'écris, à faire des putains de phrases à rallonge. C'est un enfer. Et donc, du coup, il y a une phase où je lis à haute voix mon texte et où je m'étouffe une fois sur deux et où je me rappelle plus que c'était le début de la phrase quand j'ai commencé à le dire. Donc là, il y a cette dernière phase de réécriture, en fait. Donc, les sources, parce qu'on demandait nos sources. Oui. Les sources, j'ai envie de dire, c'est énormément de recherche Google, c'est beaucoup de documentaires, c'est outre les connaissances perso bien évidemment, c'est énormément de recherche en fait sur le net. C'est con à dire, hein, mais même des fois Wikipédia. Il y a eu énormément de Wikipédia pour confirmer des choses que je savais, pour aller plus loin sur des choses que je savais mais que je voulais savoir un petit peu plus pourquoi pour pouvoir mieux l'expliquer. Parce que clairement il y a des fois où il faut que tu connaisses une fois et demie ton sujet, enfin voire même deux fois, tu vois, il faut que... J'ai du mal à expliquer pourquoi il faut que je connaisse autant pour pouvoir l'expliquer, parce que c'est pas évident pour quelqu'un qui n'a pas été dans le processus. Mais dans l'idée, par exemple, si je veux t'apprendre à régler les gonds d'une porte, ok ? Ouais. Pour que la porte elle accroche pas. Donc du coup tu dis ce gond du bas, quand tu le tournes il va se passer ça, quand tu tournes le gond du haut il va se passer ça. Ok, tu vois, dans l'absolu je peux t'apprendre à régler une porte. Oui. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir te l'expliquer et te l'expliquer de manière, globale, si on comprend la mécanique statique. D'accord, donc les efforts qui sont dans les gonds à un instant T. Je vois, oui. Tu vois, je peux te donner un truc purement fonctionnel, ou un truc qui est basé sur de la connaissance un peu où c'est un peu plus loin. Et en fait, le fait d'avoir cette connaissance où tu vas un peu plus loin et où tu vas jusqu'à la mécanique statique pour expliquer les gonds d'une porte, ça fait en sorte que moi je suis plus efficace pour avoir une pensée plus globale et t'expliquer du coup régler les gonds et un peu plus, sans aller jusqu'à la mécanique statique, mais un tout petit peu plus, et du coup, t'as la compréhension que je vais pouvoir te donner de les gonds de la porte, ça sera plus efficace. Oui. J'aurais pu donner une explication qui était autour de l'espace, mais c'est déjà ce que je fais dans la Space MR, donc du coup, ça aurait été un peu plus compliqué d'expliquer un truc que j'explique déjà. Explication au carré, c'est compliqué. Mais j'allais dire de l'inception d'explication. Je disais de l'inception d'explication. C'est ça. Et donc les lois de la gravitation, c'est exactement ça. Quand je dois expliquer les lois de la gravitation et où on peut imaginer quelque chose qui se déforme avec un poids au milieu et des billes qui tournent autour, évidemment, c'est pas exactement ça qui se passe. Évidemment, il n'y a pas un trampoline qui fait tout le système solaire, etc. Mais du coup, je suis allé jusqu'à me renseigner sur qu'est-ce que c'est l'espace-temps, comment on voit en 4 dimensions, etc., etc., etc. D'ailleurs, voir en 4 dimensions, en vrai, c'est pas hyper compliqué, mais c'est beaucoup mieux à expliquer en visuel, hein, clairement.
Voilà. De toute façon, il y a des concepts qui passeront toujours mieux en visuel, entre guillemets, qu'à l'audio. Hein. T'auras beau l'expliquer aux gens, ça se formalisera mieux si c'est devant toi et si c'est expliqué via des schémas ou des animations plutôt que expliquer à l'audio. Il faudra répéter plusieurs fois l'opération avant que tu commences un peu à visualiser ça dans ta tête. C'est ça. Après, c'est mon point de vue. Et d'ailleurs, il y a des répétitions qui sont exprès entre l'acte 1 et l'acte 2. Parce qu'on avait déjà parlé dans l'acte 1 de relativité générale. Parce que on en avait besoin quand on expliquait la gravité, dont on avait déjà parlé dans l'acte 1. Mais comme c'est un concept où je sais pas si l'explication était très claire la première fois, je me suis pas gêné, j'ai réexpliqué d'une autre façon un petit peu différente la fois d'après, dans l'acte 2. Ouais. Donc il y a des doublons, et je sais pas si les auditeurs l'ont repéré, mais il y a effectivement des doublons, des explications qui sont présentes deux fois, pour deux raisons. Pour la gravité, le coup, c'est parce que j'étais pas sûr que ça soit rentré du premier coup, donc on peut bien expliquer une deuxième fois, ça fera pas du mal. La deuxième raison, c'est tout simplement parce que, vu qu'on faisait l'histoire de l'astronomie, à un moment, on allait forcément rejoindre le moment où les gens découvrent un truc dont on a déjà parlé dans l'acte 1. Oui. Mais c'est pas gênant non plus. Je veux dire, ça va dans le flow. Et je voulais que les épisodes soient un petit peu connectés, parce que j'y fais un peu référence, où je dis on l'a déjà vu dans notre dernier voyage, quand justement je veux pas aller trop loin dans un sujet qu'on a déjà traité, et que la suite logique serait que je continue à expliquer, mais c'est pas la direction dans laquelle je veux aller. Donc là, il y a des fois où effectivement j'ai botté en touche en disant on l'a déjà vu avant, mais dans l'absolu, l'acte 2 peut s'écouter sans avoir écouté l'acte 1. Oui, c'est vrai. On peut écouter l'acte 2 relativement bien. Et on dit ok, on en a parlé dans un voyage précédent. T'écoutes le 1 comme un préquel, quoi. Au final, ça marche très bien. Oui. Il est autocontenu. Et ça a demandé justement des choix, des arbitrages, j'avais clairement pendant quelques temps l'acte 1 qui était ouvert sur un autre côté de mon écran pendant que je travaillais sur l'acte 2 pour pas réexpliquer exactement de la même façon parce que sinon je pouvais le faire sans m'en apercevoir. Ça aurait été con. Oui. Donc voilà le processus d'écriture, c'est être vraiment concentré devant un texte pendant beaucoup de temps, à retourner les phrases, à faire en sorte qu'elles soient digestes, à aussi tester de temps en temps, alors ça c'est pas purement de l'écriture, ça c'est plutôt dans la conception, à tester sur ma copine qui n'est pas du tout intéressée par l'astronomie, des explications pour savoir si c'est clair ou pas. Des fois, souvent c'est pas clair, donc du coup je revois ma copie. Mais parce que justement, à ce moment-là, je suis pas avec un tableau blanc à lui faire un dessin. Donc je veux voir si à l'audio, juste en parlant, déjà ça a du sens, ou si je suis complètement à côté de la plaque. Parce que ça serait quand même con que Redscape se fasse chier à mettre en musique un truc que personne ne comprend, à part des gens qui sont déjà au courant et qui sont pas le public cible. C'est-à-dire que le problème qu'il y a, c'est que Redscape, il connaît déjà les concepts que je suis en train d'expliquer. Moi, par définition, je connais les concepts que je suis en train d'expliquer, vu que je me suis renseigné sur le sujet avant. Donc quand tu connais le truc, c'est assez facile de visualiser ce dont on est en train de parler, vu que tu connais déjà le truc. C'est ça. Donc de temps en temps, j'ai dû faire des tests avec ma copine. Qui, elle, du coup, n'a pas cette base-là, et savoir si ça a ou non du sens. Mais oui, du coup, ça s'écrit d'un coup, en fait, un acte. C'est pas écrit chaque semaine, parce que je pense que si on l'avait fait en écrivant chaque semaine, j'aurais eu pas mal de frustration a posteriori, en me disant « Ah putain, j'aurais dû parler de ça ». Alors que là, pendant que je suis en train de l'écrire, je m'aperçois, genre épisode 3, que « Ah putain, mais ça, j'ai besoin de cette connaissance, qu'est-ce que je fais ?» Et là, je fais pas de souci. Dans ce cas-là, je le monte épisode 2. Épisode 2, j'en profite pour faire une petite digression là sur le truc dont j'aurais besoin un épisode ou 2 épisodes plus tard, parce que c'est le moment de le faire. C'est-à-dire que quitte à faire une digression, faut pas qu'elle soit complètement digressive, je sais pas comment le dire efficacement, mais tu vois l'idée, faudrait pas qu'elle soit complètement à côté de la plaque, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, donc il y a bien un moment où t'arrives à le placer. Et donc du coup, je vais revenir quelques épisodes en arrière pour dire au passage on va parler de ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette cohérence qui se fait dans l'acte. Mais alors par contre, c'est magique. C'est-à-dire que même pour moi, c'est magique que ça marche aussi bien.
je crois que je t'en avais déjà parlé, Redscape, où je te dis, une fois que j'ai fini toute mon écriture, je reviens dessus et je fais putain, les idées, comment elles s'enchaînent. C'est un truc, en fait, ça m'échappe, passe à un moment, en fait. C'est quelque chose, moi, qui m'a toujours étonné de toute façon. C'est outre le fait que tu écris, d'ailleurs, je sais pas si on peut en parler, mais je n'ai quasiment pas du tout participé à la phase d'écriture. Pour une bonne raison, c'est que j'ai pas du tout le même, j'allais dire talent, mais oui, c'est ça. J'ai pas ce talent, en fait, qu'a Feel Good d'organiser aussi facilité. bien. Avec facilité. Ouais, c'est des facilités. T'as des facilités avec la musique, moi j'ai des facilités avec l'écriture. C'est ça. L'écriture, pour moi, alors j'ai pas de difficulté particulière en écriture ni quoi que ce soit. Il m'est même arrivé je me considère comme étant bon, voilà, puisque mon écriture, entre guillemets, on l'utilise dans le cadre du travail parce qu'il faut envoyer des milliers de mails par jour, j'exagère à peine. Oui, mais le ton ASPACMR, c'est ma voix, donc du coup c'est compliqué d'écrire pour moi. C'est ça, c'est là la difficulté, c'est que tu dois écrire et me faire parler. C'est pas la même chose que d'écrire un mail. C'est pas quelque chose qui est naturel. Je veux dire, en soi, à la base, le podcast il est arrivé parce que tu as eu cette idée de base et parce que tu avais sans dire ce besoin, mais en tout cas tu devais exprimer quelque chose en rapport avec ça, et que je me voyais pas en fait dans ce processus là. Donc j'ai bien effectivement lancé des appels en disant promis mais en fait j'interviens finalement qu'en qualité de relecteur entre guillemets final, en disant bon, alors ça nous a permis par exemple de réécrire une toute petite partie de l'acte de l'épisode 7 de l'acte 1 sur les formes de vie notamment, où je trouvais que les concepts étaient peut-être un peu trop c'était peut-être un peu trop optimiste de se dire que on allait avoir la forme de vie, une forme de vie demain. Je schématise, mais en gros c'est un peu ça que ça avait été fait au départ, et puis voilà, une fois que c'était corrigé quoi. Mais là c'est vrai que du coup l'écriture, je n'interviens quasiment jamais, à part pour juste apporter deux trois remarques. Après, que Phil en tient compte ou pas, finalement, c'est pas que je m'en fiche. En général si quand même. C'est-à-dire, tu me rajoutes des petits commentaires dans mon texte, en disant voilà. Soit des fois pas compris, ce qui déjà est un bon retour, parce que si toi en texte t'as pas compris, ça veut dire que personne va comprendre, et que cette phrase n'a de sens que pour moi. Ça arrive. Et pas que des phrases qui sont trop longues, mais où l'intention que j'ai derrière, elle est évidente pour moi, qui suis en train d'écrire le texte, mais d'un point de vue extérieur, c'est pas très clair. Donc ça, effectivement, il y a pas mal d'interventions que tu fais là-dessus, ou alors des fois où tu surlignes et tu fais sinon tu pourrais parler de ça, et je fais ah ouais, c'est pas con, et du coup il y a un paragraphe qui se rajoute. Voilà, c'est oui, voilà, c'est tout un tas de choses. Tu interviens dans le processus d'écriture, effectivement, en qualité de Jiminy Cricket sur mon épaule. Mais pas comme je voudrais. Pour m'éviter 2-3 écueils. Mais pas comme je voudrais, parce que c'est vrai qu'à la base, je voulais participer sur la musique forcément, mais également sur l'écriture. Mais je me suis vite rendu compte que finalement, je n'avais pas le temps. J'ai cette facilité à l'audio qui me fait que, on va dire que, même si le processus, on en reparlera pour la partie musique, le processus a légèrement changé d'un acte à l'autre, j'ai le temps pour la musique. Mais j'ai pas le temps pour l'écriture. L'écriture, ça me mobilise un tas de moyens intellectuels tellement badass que vite fait, ça me gonflerait en fait finalement. Ça me gonflerait. Ça me gonflerait. Moi, pour Acte 2, j'ai pris une semaine de vacances, parce que c'était pas possible de le faire en parallèle d'autres choses. Voilà. Ou genre sur un week-end. Ou voilà. C'est à ce moment-là que je suis immergé dans l'espace, et je casse les couilles à ma copine avec des concepts de hey, putain, j'ai découvert un truc là, par exemple. Alors là, pour l'acte 1, par exemple, c'est imagine, tu vois, tu prends un bloc d'1 mètre cube de sable et là ça fait toutes les étoiles de la Voie lactée. Non, je sais plus, c'est 2 mètres cubes de sable, je crois. Ouais. Et là elle fait je m'en fous complètement. C'est ça. Et on salue Madame Good, bien sûr. C'est ça. Ou alors à l'inverse, faut que t'arrêtes de me parler de trucs comme ça, parce que moi ça me stresse. Genre le vide de l'espace, moi par exemple, c'est pas mon truc. Ouais. Donc voilà, c'est ce côté effectivement complètement immersif. Alors
petite historique, on n'en a pas parlé dans la première partie, sur l'historique de Space Hammer. Il faut savoir que le premier acte a été écrit sous morphine, vu que j'étais bloqué du dos et que en fait j'étais enfermé chez moi à avoir rien d'autre à foutre que éventuellement taper sur un ordinateur. Donc du coup c'est un peu comme ça que je me suis lancé dans l'écriture et que j'ai eu le temps de le faire. Donc quand il a fallu faire l'acte 2, j'étais un peu feinté. Donc la seule solution ça a été de en fait mettre à profit une semaine de vacances pour le faire. Oui, c'est vrai. Sinon ça n'aurait jamais vu le jour, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est autant décalé par rapport à l'année précédente. Parce que l'année précédente, j'avais écrit ça genre en mai, justement. Ouais. Oui, c'est ça, c'était en mai. Ouais, c'était en mai, oui. J'avais dû finir avant juin, clairement, j'ai dû écrire en 15 jours ça s'est fait rapidement. Ça s'est fait rapidement, ouais. Donc, et on a diffusé. au final, début juin, on avait tout, on était parti. Et là, on était, je crois, en juillet, ou quelque chose comme ça, quand j'ai commencé à écrire, je sais plus exactement quand, pour l'acte 2. Enfin que j'ai commencé à vraiment m'y mettre et pas juste avoir des suites de bullet points de on pourrait parler de ça. Après Phil, après Phil, ça s'est fait aussi naturellement dans le sens où quand on finit l'acte 1 et qu'on publie l'acte intégral quelque chose comme septembre ou octobre de l'année dernière, on se dit tout de suite on va repartir sur l'acte 2. Et puis la vie fait que la page blanche. Non mais moi surtout la page blanche parce que je suis arrivé à un moment où l'acte 1, si tu veux. Oui, alors. Justement, c'est assez bien parce qu'on va pouvoir faire une transition vers la musique. Mais il faut savoir que donc moi, ce qui se passe, c'est que je fais l'écriture, j'enregistre toutes les voix, à moins qu'il y ait besoin d'un patch à un moment, auquel cas je reprends le micro, mais dans l'absolu, j'enregistre toutes les voix. Je file ça à Redscape, et maintenant Redscape, tu te démerdes. C'est à toi de jouer, tiens, cadeau, la balle est dans ton camp, c'est parti, vas-y champion, j'ai confiance en toi. Le seul truc, c'est que il se passe un décalage temporel assez impressionnant entre le moment où j'ai enregistré, donc l'état d'esprit dans lequel j'ai enregistré, et le moment où on termine l'acte. Donc surtout pour l'acte 1. Et ensuite, donc après, il y a le moment où on fait l'acte 1 intégral, tout ça. Et il y a un moment, en fait, c'est ce qui m'a bloqué pas mal pour l'acte 2, où, putain, l'acte 1, il est classe. Jamais je ferai un acte 2 qui est aussi classe. Quand j'écris des phrases, elles sont nulles. Elles sonnent pas bien. Et là, Phil, il est bloqué, comme son dos. Elles sonnent pas aussi bien que dans l'acte 1. C'est naze. J'écris une phrase et ça sonne creux. Non, parce que... sauf que bon, là... Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que il suffit pas de dire t'es là sur ta colline, t'es bien, ou t'es sur la plage, t'es bien, machin. Il y a quand même d'autres trucs qui sont quand même aussi classe que ça, et que la réussite d'un acte ne suffit pas sur une seule ou deux phrases, parce que ce qu'on pourrait se dire après coup, oui, mais j'avais déjà écrit 2 pages et je lisais les 2 pages, je faisais la merde. C'est pas possible, ça fait rêver personne, c'est nul. Mais parce que ça aurait été très très compliqué d'avoir je pense qu'il y a aussi un virement sur un virage qui a été opéré sur la façon dont on parle des sujets dans le podcast. C'est-à-dire que au départ, on est sur effectivement le premier épisode qui est de la pure rêverie. Vous imaginez, vous êtes sur la plage, et au fur et à mesure du temps, si vous apercevez bien, si vous écoutez de l'acte 1.1 jusqu'à l'acte 2.5, qui est donc le dernier épisode. Quand il dit acte 1.1, c'est pas qu'il y a eu différentes versions de l'acte, c'est acte 1, épisode 1. Épisode 1, voilà. Mais nous, on les note comme ça dans les fichiers. Ouais, c'est plus simple aussi pour se repérer. Vous allez vous apercevoir que, au départ, on est effectivement sur presque... C'est même pas presque, c'est qu'on est sur cette idée d'ASMR. On est sur l'idée qu'il faut que les gens s'en... Et au fur et à mesure du temps, jusqu'à donc à la fin de l'acte 1, voilà, la fin, ça c'est acté machin, on se rend compte qu'on a quand même introduit... Enfin, que Phil, pardon, parce que je me m'inclus dedans, mais finalement, c'est quand même Phil l'essentiel du temps. On travaille tous les deux. Phil nous met quand même pas mal de concepts scientifiques dans la tronche, que c'est parfois badass à comprendre, et que derrière, l'acte 2, on allait forcément aller opérer un virage qui soit pas exactement le même que l'acte 1. Quand on l'a commencé, on était dans un mood ça va bien, je suis bien, j'ai bien fumé. Voilà, c'est pas du tout ça le concept. Et c'est là que
le tour de force qui nous permet de, et je pense que toi Phil a dû te permettre de prendre le virage vers l'acte 2 en se disant ok, bah maintenant nous on va introduire des concepts historiques, dire comment nous en tant qu'humains du 21e siècle on est arrivé à cette connaissance là et quels ont été les concepts initiaux qui nous ont permis de comprendre ça, et que forcément ça allait pas du tout être la même couleur que dans l'acte 1. Et je pense que c'est grâce à ça... À un moment, il a fallu que je fasse un deuil du fait que ça ne serait pas l'acte 1. C'est ça que je voulais expliquer, c'est ça. Ça pouvait pas être, ça pouvait côté, pas être ça. Écoute, fuck it, de toute façon, ça sera pas comme l'acte 1, et ben on va faire un acte 2 qui est différent, qui sera moins rêveur, c'est ça. Qui sera un peu plus historico-scientifique, parce que, de toute façon, si on veut rester dans la poésie et tout, on a déjà fait un acte 1 et il n'y a pas de concept qui manque vraiment dans l'acte 1 au point d'un point de vue de ce que j'aurais pu raconter qui serait de la rêverie. Là, il y a les sujets, il faut qu'on les creuse, on n'a pas le choix. Voilà, c'est exactement ça. Et une fois que je pense que t'as... Alors, il s'est passé du coup pas mal de temps, parce que moi, entre-temps, je lance toujours des messages du style « Ah, faut que je me remette dedans, machin... » Ouais, bon, je trouve jamais le temps, de toute façon. Et moi, je suis en mode « Ouais, de toute façon, moi, il n'y a rien qui marche. » Voilà. T'inquiète. Donc là, j'ai écrit un brouillon. Tu vois, mon brouillon, c'est de la merde. C'est ça. C'est nul. Donc, autant déprimer l'un que l'autre, parce que on n'arrive pas à avancer sur le truc. Et je sais plus c'est quand cette année, c'était après le confinement de mémoire, que ça s'est débloqué finalement. Ce moment où on avait un peu moins le temps du coup. Je sais pas pourquoi, on n'a même pas profité du confinement. Je sais pas, à un moment, donc du coup, j'ai dit, fuck it, je vais poser une semaine de vacances et je vais écrire l'acte 2. À un moment, ça va se décoincer. Et oui, c'était début juillet. C'était début au bout de l'épisode 3, juin. Ouais. En vrai. À partir du moment où j'ai commencé à écrire l'épisode 3, parce que oui, comme je l'ai expliqué, je reviens sur les épisodes précédents pendant que j'écris. Oui. Donc, du coup, c'est quand j'ai commencé à écrire l'épisode 3 que j'ai commencé à avoir une structure se profiler en fait. Une structure de texte et une progression qui commençait à avoir du sens en fait. Ouais. Parce que c'est très dur d'évaluer un bâtiment à ses fondations. Et là, j'étais un peu bloqué dans j'évalue un bâtiment à ses fondations. Et ensuite, donc là, la forme commençait à se profiler. Et puis, du coup, une fois que t'as un trajet qui commence que tu commences à partir dans une direction, il suffit de la suivre. Passé un moment. Donc, passé un moment, j'ai suivi mon propre texte. Et ça m'a amené à ça. D'ailleurs, le démontons l'horloge, c'était pas du tout ce que j'avais prévu à la base comme conclusion. Moi, j'avais prévu comme conclusion qu'on parlerait de Hubble, on parlerait de découvertes scientifiques très récentes. Et finalement, la logique a voulu que je remette en cause le concept de l'épisode 1 dans le dernier épisode, et j'ai fait putain, c'est trop classe, ça marche trop bien, on va garder ça. Voilà. Mais c'était pas voulu à l'origine, faut pas imaginer que j'ai un plan qui est hyper calé au début. Non, en vrai, il a pas de plan. C'est pas possible en fait. J'ai pas cette capacité-là. Il y a des gens qui ont cette capacité-là, mais j'ai pas cette capacité-là. Et donc du coup, ça permet d'avoir un truc qui tient la route parce qu'en fait, il est écrit d'un seul tenant. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a cette impression de progression, qui n'est pas une vraie progression du coup, qui est j'écris tout d'un coup. Donc c'est un long texte. Oui, très long. Voilà. Je confirme. Et les conclusions, les ouvertures sont écrites à la fin. C'est-à-dire vraiment j'écris tout mon texte. Donc voilà, le workflow, c'est j'ai un syndrome de la page blanche pendant 9 mois. Ensuite, j'écris un texte, c'est de la merde. Après, je commence à écrire un autre texte, bon, voilà. Et puis après, je fais bon, allez, fuck it, j'écris. Ensuite, quand je me mets à écrire, je fais ah bah tiens, ça commence à prendre forme. Du coup, ça change un peu mon bullet points de base. Ma liste à points, on va éviter les anglicismes trop quand même. Et à la fin, je me retrouve à avoir tout ça qui tient la route. Et après, faut le découper en épisodes. Enfin, il est déjà prédécoupé en épisodes parce que je réunis les sujets entre eux. Oui. Mais il faut vraiment faire un côté, c'est un épisode. Donc là, j'écris une introduction, j'écris une conclusion / ouverture. Et à ce moment-là, donc, j'ai un texte qui est à peu près pas trop dégueulasse. Je le lis à haute voix. Une fois que je le lis à haute voix, je m'aperçois que j'ai des phrases qui sont impossibles à prononcer. Oui, il y a aussi des arrangements de mots qui sont impossibles à prononcer. J'en ai pas un qui me vient là, mais dans l'absolu, t'as des phonèmes qui passent pas à l'audio. Où tu te prends les pieds dans le tapis parce que la prononciation, elle est pas... c'est pas ça. Elle est pas fluide. Oui, je vois très bien, oui.
Et donc à ce moment-là, quand je m'aperçois que ça fait 3 fois que je refais la même prise, parce que j'arrive pas à enchaîner ces 2 putains de mots ensemble, je réécris ma phrase et ça coule un peu plus. Ça s'écoule dans la bouche un peu plus. Et donc là, à ce moment-là, j'ai enregistré ces textes-là, et on pourrait croire qu'à ce moment-là, du coup, je passe à Redscape, et Redscape, il bosse. Pas encore. Parce qu'il reste une phase très très importante. Et qu'on faisait pas dans l'acte 1 au début, et qu'on s'est mis à faire au fur et à mesure de l'acte 1, et que là, cette fois, on l'a inclus dans le workflow de l'acte 2 dès le début, et ce qui a vachement aidé, je pense, Redscape derrière dans son travail, c'est la phase de rythme. Qu'est-ce que c'est la phase de rythme ? Il faut savoir que moi, quand je parle, d'une manière générale, vous avez pu le remarquer, là, par rapport à Space MR, je parle beaucoup plus vite, en vrai, par rapport à quand j'enregistre. Donc, je vais prendre un texte et je vais le lire en réel, comment je le fais pendant l'enregistrement. Et vous allez voir que malgré le pied sur le frein que je peux avoir pour pas parler trop vite, je parle déjà beaucoup trop vite. Donc je vais prendre le début de l'épisode 6 de l'acte 2, parce que je l'ai sous les yeux. Prends le temps de savourer cette dernière partie de notre voyage dans l'histoire des connaissances du ciel. Tu vois, déjà là, ça part mal. Oui, ça... Là, honnêtement, ça part mal. Et puis tu déjà descends parce que j'ai pas calé ma voix. Et parce que j'ai fait une phrase d'un coup. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc ça, déjà, ça c'est dans l'enregistrement, déjà, il y a une phase de rythme. Mais pas que ça. On va la refaire. Prends le temps de savourer cette dernière partie de notre voyage dans l'histoire des connaissances du ciel. Donc voilà, donc du coup là j'ai coupé après savourer, d'accord ? Un peu comme si j'avais mis une virgule. Et ensuite j'ai coupé après voyage. Sauf que cette coupure qu'il y a entre ces 3 parties de cette phrase-là, eh bien vu que j'ai pas, même avec de la musique et avec le petit bed que m'a mis Redscape dans les oreilles, ça suffit pas à me ralentir suffisamment. Donc du coup, il faudrait techniquement que je fasse un truc qui ressemble à prends le temps de savourer. Bon, là, je vais me faire un café. Cette dernière partie de notre voyage. Dans l'histoire des connaissances du ciel. Voilà, c'est vraiment à ce rythme-là qu'en vrai, ça se fait un petit peu dans Space MR. J'exagère un peu, je caricature, mais c'est un peu ça. Et ça, du coup, c'est une phase où, là, par contre, je vais avoir donc mon rush, qui est devant moi. Je vais mettre une musique derrière. Cette musique, en l'occurrence, c'est 10. Alors, je sais plus comment elle s'appelle. Putain, il y est plus. Ah, c'est BV Dub de mémoire, c'est Ten. Alors attends, je vais la retrouver, je vais la caler. Ouais, je veux bien que tu nous la mettes derrière et que tu me la mettes un peu plus fort dans le bed. Bien sûr, je vais te faire ça en direct puisque je dois. Parce que c'est déjà celle avec laquelle j'enregistre dans les oreilles au moment oui, oui, je me souviens parce que tu m'avais dit que tu ne la supportais absolument plus. Tu pouvais plus, t'en avais marre. Ah mais je peux plus maintenant. Mais c'est celle que je me mets dans les oreilles pendant que j'enregistre pour me donner un rythme. C'est la seconde musique du premier épisode de l'acte 20. Voilà, pour être exactement précis. Et donc tu peux me la mettre à genre 1 minute 30 du début. 1 minute 30 du début. Ouais, ça doit pouvoir se faire. Prends le temps de savourer cette dernière partie de notre voyage dans l'histoire des connaissances du ciel. Voilà, tu vois, alors vous le voyez pas vous, parce que moi je le vois sur mon truc, mais il y a en gros à peu près une demi-seconde entre chacune de mes phrases. En vrai, dans Space MR, ça sera plutôt de l'ordre de 3/4 de seconde, voire des fois même 1 seconde complète, 1 seconde et demie, qu'il peut y avoir entre des parties d'une phrase. Et c'est ce qui fait ce rythme particulièrement lent de Space MR que, je suis désolé de vous casser encore une fois un mythe, je ne suis pas capable de reproduire dans la vraie vie véritable de la réalité. Et heureusement. Parce que ça serait chiant. Peux-tu passer oui, alors que je parle comme ça tous les jours, ça serait chiant, oui. Que je sois capable de le refaire en vrai, ça m'éviterait de passer une putain d'heure et demie pour une émission d'une demi-heure. Sur Audacity à juste coller des blancs entre les putains de blocs de prise de parole, quoi. Parce que heureusement déjà le fait que j'ai découpé en amont en phrasant différemment l'ensemble de mes phrases et en laissant
des blancs et des blocs qui sont identifiables, C'est horrible. ça me permet du coup de pouvoir caler ces blancs, tu vois, déjà au milieu. Parce qu'il y a aussi des moments où, et là vous allez peut-être l'entendre maintenant que je vous l'ai dit, où il y a des enchaînements de plusieurs mots dans une phrase, où là j'ai pas pensé à couper, et ça me fait chier putain au banc de montage derrière, et je fais qu'est-ce que je fais. Alors il y a des fois où j'arrive à faire de la magie de chirurgie de l'audio, et j'arrive à séparer un bloc en 2 blocs, mais sinon c'est très chaud à faire de base. Donc du coup tant pis, il y a des moments où c'est un peu plus long que ce que j'aurais souhaité, où c'est un peu trop dense en fait par rapport à ce que j'aurais souhaité. Mais bon, une fois que il y a des fois où je refais des prises, au pire quand c'est vraiment trop flagrant. Bah, l'acte 1, c'est ce qui s'était passé, hein. On n'en a pas parlé, hein, mais l'acte 1, on a diffusé tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, plutôt dans la première émission, dans la première partie de l'émission, on a diffusé le pilote d'origine, et t'es obligé donc de refaire, une fois que tu as écouté ce pilote-là, tu te dis non, il y a un truc qui va pas, j'ai trouvé la bonne façon. Et moi, je crois que j'ai dû t'aider en plus à te dire, là, c'est bien ce que tu es en train de faire là. Là, moi, je préfère ça quand tu ralentis le rythme, quand t'es, voilà, et vas-y, tu peux y aller comme ça. Et donc là, tu découvres que c'est le bon ton. Et là, l'intégralité. C'est le bon ton, le bon rythme. Et après, du coup, il y a eu un rythme à Space MR en fait. C'est ça. Qui s'est mis en t'as place. tout refait. Donc il y a les vraiment, retakes se sont tous il y a vraiment un tic-tac de moments où je parle et de moments où je parle pas. Oui. Qui se répondent. Et du coup, c'est comme ça que ma voix et la musique peuvent se répondre régulièrement, parce que je ferme ma gueule et il y a des moments où je parle. Oui. Mais enfin, tout d'ailleurs, ça n'est pas. Ce que je propose, écrit, si tu peux sortir du coup suite au petit essai qu'on a fait, là, balancer le début de l'épisode 6, juste sur cette première phrase, histoire que les gens puissent voir ce que ça donne ensuite en réalisation, sur la partie voix. Effectivement. Alors bon, le générique du coup, hein, parce qu'il forcément. faut bien être conscient que Phil me demande ça en live direct, hein, bien sûr, évidemment. Oui, mais c'est pas grave, les joies du montage. Bah oui, les joies du montage, effectivement. Et sans compter que tu vas avoir une intro musicale qui va durer à peu près 45 secondes. Oui. Démontons l'horloge. J'ai une anecdote d'ailleurs au sujet de la musique, j'en parlerai tout à l'heure. De cette musique-là en particulier. Ah. Donc oui, je suis très sympathique, je pète des intros de plus de 30 secondes, histoire de bien endormir les gens. C'est normal. Dès le départ. Prends donc le temps de savourer cette dernière partie de notre voyage dans l'histoire des connaissances du ciel. Nous allons enfin comprendre ce qui fait tourner l'horloge cosmique. Donc en fait, là, c'est pas du tout le choix que j'ai fait là maintenant, en fait, au final, parce que je suis allé jusqu'à voyage, et c'est là que j'ai mis ma pause. Oui. Dans l'histoire des connaissances du ciel. C'est quand même un peu plus naturel, hein, sans déconner, j'avais un peu poussé le concept à son paroxysme, mais dans l'idée, voilà, il y a vraiment ce découpage, et l'ensemble de ce découpage, il est super chiant à faire. C'est vraiment le genre de moment où, c'est rare hein, dans la création d'A-Space MR, mais je supporte plus ma voix, ça me saoule, vraiment c'est le moment, c'est éreintant, c'est relou. Voilà, c'est le moment vraiment tu te fatigues très toi-même, chiant. quoi. S'il y avait un moyen de l'automatiser, ça serait génial. Genre, dès qu'il y a des blancs, automatiquement, tu me rajoutes 45 millisecondes de plus ou un truc comme ça. Ça serait top, ça me ferait gagner un temps fou, mais ça n'existe pas, enfin en tout cas je connais pas. Donc du coup, je fais ça à la main, et petit bout de phrase par petit bout de phrase. Et ça, c'est vraiment le truc répétitif et relou. Mais et après, à ce moment-là, je passe le relais à Redscape. Je lui donne, tiens, ça c'est ma voix. Ah oui, petit détail, si Redscape il doit faire la voix ou si quelqu'un d'autre doit faire la voix, etc. À ce moment-là, je fais le texte moi-même pour justement essayer de donner des indications du rythme, etc. Je rajoute les blancs aussi, hein, comme si c'était mon propre texte en réalité. Sauf que je mets un bip avant, je mets un bip après, et je change ma voix aussi, accessoirement, ce qui fait beaucoup rigoler Redscape. Parce que du coup, par exemple, pour Galilée, je vais dire, donc là c'est ma voix hein, là, pour l'instant,
Depuis Galilée, on sait déjà que deux objets devraient tomber à la même vitesse dans le vide, quelle que soit leur masse. Si les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, en attachant ensemble un corps léger et un corps lourd, voilà. Je change cette voix-là, donc Rescape, la première fois, il était mort de rire. Bon, après, il s'y fait. Mais, moi, le pitch... Putain, mais sans déconner, la voix des vieux. Ah non, mais moi, la première fois que tu... Enfin, du coup, on peut faire une transition sur la partie musicale, mais rapidement, la première fois, je l'entends... Enfin, je ne sais pas je sais juste qu'il me met des bips pour justement cette partie que je dois faire, mais j'en sais rien du tout au final. Et là, vous imaginez, bof, sur le banc de montage qui est le mien, pof, j'écoute. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un film, moi, me refile la patate chaude, du coup, j'écoute son texte en intégralité sans musique. Donc ça me prend obligatoirement 30 minutes avant de commencer à imaginer, à poser une musique. Voilà, c'est obligatoire. Oui, d'ailleurs, j'ai pas donné à quel point ça rallongeait le truc, mais moi, en sortie d'enregistrement, ça doit faire genre, on va dire un épisode, il fait genre 20 minutes. Oui. Après que j'ai rajouté tous les petits blancs qui vont bien pour donner le rythme, on est à 27 minutes quand même. Ouais. Ça donne une petite idée de combien ça rallonge et de combien je parle trop vite. Oui. Ben voilà, oui, mais enfin bon, ça, j'ai envie de dire, c'est difficilement corrigible dans le sens où même si tu te forces au départ, tu finis par oublier, t'es pris par le texte, t'es envolé par ce que t'as écrit et ce qui s'ensuit. Ça peut être très difficilement corrigeable comme ça sur le long terme. C'est en partie corrigeable par le fait que j'ai cette musique dans les oreilles. Oui. Mais ça suffit pas. Où déjà, je suis dans un état d'esprit un peu différent de si je le faisais à blanc. Par contre, ouais, c'est impossible de le faire aussi bien que après que je l'ai passé par le banc de montage, quoi. Oui, effectivement, parce que autant au début je corrige pas trop, autant vers la fin je corrige sa race parce que j'étais, il y a aussi le concept de je vois le titre de l'épisode suivant et je sais que je suis pas loin de la fin. Et à ce moment-là, j'ai toujours une petite accélération. Et hop là, c'est ça. Et hop là, on est vers la fin. Là, c'est fou. Parce que rappelons qu'on enregistre toujours quand il fait chaud. D'accord ? Parce que, bon, évidemment, on a décidé de faire ça l'été, quoi qu'il arrive. Oui. Et que à ce moment-là, je peux pas me mettre un ventilateur sur la gueule parce que sinon ça fait beaucoup trop de bruit. Ou la clim quand je suis dans la chambre d'amis. Donc, à ce moment-là, je suis en train de mourir de chaud. Je transpire, je sens mauvais sous les bras, c'est une infection, j'en peux plus. Et là, j'ai qu'une envie, c'est aller me mettre devant le frigo, tu vois, pour que ça aille mieux. Tu vois, ou me mettre devant la clim. Donc clairement, il y a aussi un petit côté sur la fin où je suis pressé d'en finir. Phil, quand tu l'écoutes parler de comment il fait son écrit, de comment il décrit ça, t'as l'impression que c'est une souffrance intégrale. Il supporte pas sa voix. Il y a une partie souffrance, hein, clairement. C'est pas évident. Chez toi, c'est une catharsis, mec. Je te jure. C'est terrible, quoi. Le mec, il en peut plus, il transpire. Alors pour peu que Madame Good qui passe dans le coin, dis donc, tu sens des... Bon, non, elle parle pas comme ça, mais bon, en gros... Non, parce que à ce moment-là, en général, je préviens, je dis, je vais enregistrer. Et je vais sentir mauvais dessous les bras. Et donc à ce moment-là, faut pas me déranger. Mais par contre, de temps en temps, elle va entendre, mais putain de phrase de merde. Genre quand ça passe pas, tu sais, quand ça fait 14 fois que je dis la même phrase. Et il y a aussi où passer un moment, quand tu dis la phrase trop de fois, elle a plus de sens. Tu sais, les mots n'ont plus de sens dans cette phrase-là, et t'arrives plus à la dire correctement, parce que du coup, comment tu veux organiser des sons qui ont pas de sens, non, c'est pas une signification, quoi, qui ont perdu toute signification dans ta tête, donc il y a un moment où c'est chaud. Mais oui, c'est pas évident en vrai. En vrai, pour moi, la partie enregistrement est plus compliquée que la partie écriture au final. Oui, après, c'est en plus, tu dois te mettre dans un mood différent, parce qu'encore l'écriture, voilà, ça s'entend pas ni quoi que ce soit. Mais effectivement, la partie enregistrement, tu dois te mettre en condition, tu dois pouvoir être capable de suivre un texte et surtout que c'est pas des textes de 5 minutes, quoi, c'est quand même du 20 minutes, voire même plus pour les fins d'acte. Et je l'ai fait d'un coup, j'essaie d'éviter de les faire en coupant parce que ma voix change en fait. La voix que je prends dans l'enregistrement, je peux la perdre et du coup d'ailleurs ça s'entend un petit peu quand je fais des patchs. Bon, nous on l'entend, vous l'entendez pas trop. La voix est pas exactement la même en fait. Donc par exemple, si j'ai un livreur qui vient me livrer un colis au moment où je suis en train d'enregistrer,
Ça c'est bon, je Ça t'est repars du arrivé début pour 2 raisons. La première, c'est parce que j'aurais perdu le calage de ma voix et donc du coup ça va faire un changement brutal de tonalité au sein de l'épisode. Et le deuxième truc, c'est parce que je serais descendu, parce que moi je suis dans une maison et j'enregistre à l'étage, je serais descendu, je serais remonté, et donc entre temps en plus je suis descendu, remonté les escaliers, il y a un petit côté, il me faut déjà 3 minutes pour respirer normalement, moi ça c'est parce que je clope beaucoup trop, et mais blague à part, il y a aussi, j'ai perdu mon mood. Tout simplement. Bah oui. Je suis plus dans le truc. T'es sorti du truc et puis voilà, tu peux pas reprendre comme ça de but en blanc sans déjà calmer, effectivement, tu le disais, ta respiration. Je sais pas, pour peu que ça soit un truc exceptionnel que t'aies reçu, t'as plus envie d'aller l'ouvrir que de finir d'enregistrer ce que enfin voilà, y a peu. Mais du coup, ça t'est déjà arrivé. Oui, ça m'est déjà arrivé ce genre de truc. Mais c'est pour ça, c'est pas un exemple en l'air, hein, le livreur qui vient livrer en plein milieu d'un enregistrement. Mais par contre, alors oui, d'ailleurs, un truc que toi tu sais, mais que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'en fait, faut savoir que pour être dans le mood entre guillemets, il y a je lis quasiment la moitié du texte de l'épisode sans enregistrer, et ensuite après. Mais vraiment en condition d'enregistrement. Donc en fait, en vrai, j'enregistre, c'est juste que je garde pas cette partie-là. J'efface et je recommence pour vraiment avoir le temps que ma voix se cale, le temps que je sois dans un bon rythme, dans mon texte, etc. Parce que ça me vient pas naturellement. Donc il y a pas mal de choses qui me viennent pas naturellement, mais que du coup, ça demande plus de temps et avec 2-3 techniques, genre déjà lire son texte pour rien dans un premier temps, puis ensuite. Faut se respirer. La respiration, là, vous savez que je demande en début d'acte à chaque fois où je prends une respiration, on fait. En vrai, c'est une respiration que je fais au moins 5 ou 6 fois avant chaque début d'enregistrement. En plus de lire le texte. Voilà. Oui. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, beaucoup de routine. Pour toi. C'est ça. En tous les cas. Mais ça va, hein, je le vis bien, faut pas déconner, hein, j'ai l'air de me plaindre comme ça, mais c'est rigolo en soi. C'est horrible. Est-ce qu'on se met une musique ? Ouais, ça me laissera le temps d'aller faire pipi. Oui, avant qu'on parle des musiques. Tout à fait. Moi, aujourd'hui, vous saurez tout sur SpaceMR, y compris le fait que Phil demande une pause musicale uniquement pour aller aux toilettes. Non, mais Phil a bien raison. C'est parce que j'ai bu trop d'orangina. Oui, et puis moi j'aimerais bien boire mon thé 4 marmottes tranquillement aussi pendant le temps de la pause musicale. Du thé 4 marmottes. Oui, exactement. C'est 3 marmottes plus une qui s'est rajoutée parce que elle est sans domicile fixe. Bon, c'est un peu compliqué. C'est comme le papy curé, il faut pas me demander. Ça n'a aucun sens, effectivement, c'était juste pour meubler. Non, le temps que je cherche, en fait, qu'est-ce que j'allais vous mettre comme musique, mais je pense avoir trouvé, j'ai envie de m'écouter. Moi j'ai envie de m'écouter un petit Boards of Canada, on l'avait passé dans l'acte 1, donc je me dis pourquoi pas, et on a passé tout un tas de musiques, en fait, vous le remarquez en tapis sonore, je peux vous passer tout un tas de choses. Oui, d'ailleurs, si, je vais vous passer Boards of Canada, et puis juste après je vais vous passer un morceau, alors ce morceau normalement n'a pas de nom, bien que sur certaines versions j'ai trouvé sous le nom de Rhubarbe. Il correspond à l'album Selected Ambient Works 2 d'Aphex Twin, sorti quelques années après le tout premier volume qui était donc Selected Ambient Works 1 85-92, qui est un des plus gros albums d'ambient qui puisse exister, des plus grands albums, pas gros mais en tout cas grands. Et alors ce morceau-là, je l'ai, vous voyez comme quoi la mémoire fonctionne excellemment bien sans qu'on s'y attende. Ce morceau-là, je l'avais déjà écouté, puisque cet album-là, je le possède chez moi depuis un sacré paquet d'années. Je crois que je l'avais acheté quasiment en même temps que le tout premier volume qui était sorti. Tout ça est sorti au début des années 90, hein, c'est pas de la toute nouvelle musique. Enfin, toujours est-il que donc j'ai écouté cet album et je suis en train de regarder avec la personne avec qui je vis, je suis en train de regarder la série Nip Tuck. Une série des années 2000, tout début des années 2000, 2003, 2004, 2005, qui donc suit les pérégrinations de 2 chirurgiens esthétiques à Miami. Et dans plusieurs épisodes... Ils sont potes, hein, mais ils habitent aussi dans la ville de Miami, hein, on est d'accord. Oui. De chirurgiens esthétiques à Miami. Ils sont à Miami. Oh pitié, c'est pas possible. Voilà, je suis obligé.
Voilà, ça c'est fait. Si on Alors, avait qu'on avait endormi, ils sont réveillés, bien joué. C'est ça. Bon, donc du coup, c'est dans Nip Tuck cette chanson ? Effectivement, ce son y était. Et je me suis dit, non, c'est bizarre, mais ce morceau-là me dit quelque chose. Il va falloir que j'aille vérifier. Et je fouille dans plein d'artistes. Je me dis, non, ça c'est forcément ça. Et je finis enfin par trouver le morceau en me disant, ah, c'est celui-là. Oh non, Dieu, il faut que je le mette. Parce que ce morceau-là, il m'a touché. Parce que je me suis dit, c'est bizarre, il y a une patte Aphex Twin. Et à force de chercher, j'ai fini par trouver ce morceau qui a été donc mis a priori dans cette série-là. J'ai vérifié après sur internet, effectivement, c'était bien ça. Donc là, du coup, on va vous passer du Boards of Canada. Sick Times, ça c'était le morceau qui était sur un épisode de l'acte 1. Je crois que c'était l'épisode 4 ou 5 de mémoire. Et la Rhubarbe qui était sur un épisode de cet acte 2 que l'on va vous passer. Le temps que pour nous, Phil aille faire pipi, fume sa cigarette, boit son orangina, moi que on prenne mon 4 marmottes et qu'on reprenne pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Pour la deuxième partie, la musique. Exactement. Allez, à tout de suite dans ASPCMR, le débrief.